Bonjour, samedi dernier c'était tournoi, mais en ce qui me concerne, pas le championnat de France à Lyon. Non, c'était encore une fois à Saintes avec 24 participants sur 28 points inscrits, pour l'essentiel issus des Dérangés, des Wookiee bordelais, du Nantes Squadron et de l'Onyx Wing, plus quelques autres. Le tournoi s'inscrivait dans un contexte plus général, cette fois le Festival du loisir de Saintes, qui se tenait à l'espace Pierre Mendès France. On y trouvait bien d'autres choses, dont notamment, sur le plan purement ludique, d'autres jeux de figurines en démonstration, un tournoi de Magic juste à côté de celui de X-Wing, du jeu de rôle un peu plus loin ou encore de l'e-sport. La très active association des Dérangés était fortement impliquée dans tout cela, bien au-delà du seul tournoi de X-Wing, et s'est montrée aussi compétente et enthousiaste que d'usage. Gloire aux Dérangés. Ceci étant, nous étions un peu tout seuls dans notre coin. Peu de spectateurs se sont risqués à déambuler entre les tables, à la différence de ce qui s'était passé lors du dernier tournoi synthé auquel j'avais participé. Ce qui est un peu dommage dans le contexte de ce festival, je suppose, si pas dramatique non plus. Cela dit, l'espace de jeu était vaste et confortable, et j'ai shippé à la page Facebook des Dérangés cette photo où figure votre serviteur alors que le premier round venait à peine d'être entamé. Mais parlons plutôt de ma liste, ou d'abord de la répartition des factions sur l'ensemble du tournoi, en sachant que c'était au format hyperespace, ce qui n'a certes pas les mêmes implications que le format étendu. La résistance me semble avoir été la faction prédominante, mais l'Alliance rebelle était bien représentée aussi. La République et les séparatistes étaient juste un peu en arrière à vue de nez, et sauf erreur, l'Empire galactique encore un cran en dessous. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des listes racailles et scélérats au premier ordre, en revanche. J'ai pour ma part affronté une liste impériale, une liste rebelle et deux listes résistantes. Sans surprise, je n'ai pas joué le Club Silencio comme je l'avais plus ou moins déjà décidé en rédigeant mon précédent compte-rendu. J'ai préféré jouer une liste séparatiste un peu dans l'esprit de celle que j'avais jouée dans mon article vidéo Yena Nyark Nyark, mais avec quelques différences non négligeables. Cela dit, la répartition des vaisseaux demeure la même, 6 en tout, 6 petits socles, oui, dont un chasseur Belbelab 22, 2 bombardiers droïdes de classe Sienna, et enfin 3 chasseurs droïdes de classe Vulture. Une sorte de nuée donc, ou quasi-nuée. Depuis que je me suis pris 7 voire 8 droïdes dans la gueule, je me montre plus timoré dans l'emploi de cette désignation, mais avec un électron libre en su. En effet, le principal changement dans ma liste par rapport à Yena Nyark porte sur le chasseur Belbala 22, son pilote et sa fonction tactique. Décidément guère emballé par le capitaine Sear, j'ai préféré jouer à nouveau de la carte qui m'avait plutôt réussi jusqu'à présent, du général Grievous, 44 points d'escadron, initiative 4, en flanqueur perfide. Un rôle qui dépend beaucoup de ses capacités spéciales. Quand il effectue une attaque principale, s'il n'est pas dans l'arc de tir du défenseur, alors il peut relancer jusqu'à 2 dés rouges, ce qui est très chouette. Alors, autant capitaliser sur cette faculté, hein. En guise de talent, j'ai forcément pris manœuvre improbable, 6 points d'escadron. Du coup, quand Grievous tape de sorte à pouvoir relancer 2 dés rouges, il contraint en outre son adversaire à jeter un dé vert de moins. Groovy. Mais Grievous constitue une cible idéale dans ces conditions, alors autant le rendre un peu plus solide, et ça tombe bien, c'est ici qu'intervient le titre spécifique du Belbelab, à savoir Soulless One, 6 points d'escadron. Non seulement il confère à Grievous 2 points de coque supplémentaires, ce qui est déjà beaucoup, mais en outre il a pour effet que quand le général défend, si son attaquant n'est pas dans son arc de tir, autrement dit si le flanqueur s'est fait flanquer, alors il peut relancer un dé vert. Voici pour le général Grievous, équipé de la sorte il représente en tout 56 points d'escadron. C'est de très loin le vaisseau le plus cher de cette liste, mais honnêtement au regard de ses capacités je ne trouve pas ça excessif, vraiment pas. J'ai aligné ensuite 2 bombardiers droïdes de classe Sienna. Le premier n'était sans doute pas un choix très raisonnable dans un contexte de tournoi, mais il était assurément rigolo, puisqu'il s'agissait du Kamikaze DBS 404, 30 points d'escadron, initiative 4. En effet, il représentait le risque d'offrir des points de victoire à mon adversaire sur un plateau. Mais un plateau explosif, et c'est là toute la saveur de la chose. En effet, DBS 404, outre les calculs en réseau communs à tous les Hyena et tous les Vultures, et si cruciaux dans la nuée séparatiste, alors pour mémoire, ils permettent en attaque et en défense d'utiliser les marqueurs de calcul des vaisseaux à portée 0,1, dispose donc d'une capacité spéciale très conne et très rigolote. Déjà, il peut effectuer des attaques d'armes principales à portée 0, ce qui est cool, mais ensuite, quand il effectue une attaque, sans autre précision cette fois, à portée 0 à 1, il doit jeter un dé de plus, et si la dite attaque touche, alors juste après, DBS 404 subit automatiquement un dégât critique. Kamikaze, on vous dit. Mais rigolo. Maintenant, de toute évidence, ce vaisseau risque de dégager assez vite, 5 points de coque, pas de bouclier, une agilité normale de 2. Aussi ne suis-je pas bien certain qu'il soit très viable dans un contexte de tournoi, mais qu'importe.
Par contre, il vaut mieux ne pas charger la barque de toute évidence. Je ne me suis donc pas montré aussi téméraire que dans ma liste Yana Nyark. Je l'ai simplement équipé et forcément 2 torpilles à proton avancés, 6 points d'escadron. Cette attaque ne peut être choisie qu'à portée 1, mais DBS 404 parce que c'est une tête brûlée a envie d'être à portée 1 pour jeter un dé de plus. Et là, subitement comme ça, paf, nous avons donc une attaque à 6 dés rouges avec une conversion de dégâts normale en critique tant qu'à faire. Ben autant le rentabiliser le kamikaze, hein. Mais cela implique sans doute de ne pas aller au-delà. Équipé de la sorte, DBS 404 représente en tout 36 points d'escadron, ce qui ne me paraît pas excessif et n'offre pas trop de points à l'adversaire. Le cas du second bombardier de classe Siena est plus complexe. Initialement, j'avais un peu repris ce que j'avais joué dans ma liste Yena Nyark, à savoir un prototype bactoïde équipé de missiles diamant bord. Mais je me suis tardivement décidé pour une autre amélioration, désireux que j'étais de retenter l'expérience des droïdes sondes DRK-1, ce qui impliquait de dégrader le châssis en même temps que cela m'empêchait de m'équiper des diamants bord. Je me suis donc décidé un peu à regret pour un générique bombardier du Technosyndicat, 26 points d'escadron, initiative 1. En tant que générique, il n'a donc pas de capacité spéciale, mais il bénéficie bien sûr des calculs en réseau. Commençons donc par l'amélioration qui a changé la donne, à savoir les droïdes sondes DRK-1, 5 points d'escadron, qui sont des engins distants et qui occupent bien un emplacement d'engin. Pendant la phase de dénouement, on peut dépenser une charge de cette carte, il y en a 2 non récupérables de quelque manière que ce soit, pour larguer ou lancer un droïde sonde DRK-1, au singulier cette fois, en utilisant un gabarit de vitesse 3, sans autre précision, donc tout droit, virage sur l'aile ou virage serré. L'engin distant a une valeur d'initiative de 0, une défense de 3 et un point de coque, comme la nuée de droïde bas sur laquelle je reviendrai bientôt. Mais notre point diffère. D'une part, si un vaisseau ennemi chevauche le droïde sonde, le joueur ennemi doit jeter un dé d'attaque. Si le résultat obtenu est concentration, attention, le droïde sonde subit un dégât, ce qui le fait dégager du tapis de jeu. Le vaisseau ennemi ne subit aucun dégât. D'autre part, le droïde sonde peut se repositionner. Lors de la phase système à son initiative de 0, donc a priori avant tout le monde, il peut se déplacer en utilisant un gabarit tout droit 2 ou virage sur l'aile 2. Le gabarit a une forme pentagonale et des glissières sur chacun de ses 5 côtés pour assurer ce mouvement qui s'avère à la fois très souple et très ample. La carte de l'engin de distance stipule que quand un vaisseau allié, donc pas forcément celui qui l'a lancé, veut verrouiller un objet ou effectuer un brouillage, même si ce dernier est hors sujet dans la présente liste, alors il peut mesurer la distance non seulement depuis lui-même, mais aussi alternativement depuis un droïde sonde. Cette mécanique est très amusante et elle peut se montrer redoutable avec une nuée de droïdes chargés en missiles, comme le camarade Yves-Marie en avait fait la démonstration dans Noblesse oblige. Mais était-elle pertinente dans ma liste ? A posteriori, je peux bien dire qu'elle ne l'était pas. 2 seulement de mes vaisseaux emportaient des torpilles ou missiles, et les Vultures gagnaient bien davantage à faire des actions de calcul. L'idée était bien de développer une approche d'Alpha Strike avec des tirs fiabilisés, même primaires, mais je ne suis jamais parvenu à en tirer vraiment parti. Bon, tant pis. Mais il y avait une deuxième conséquence fâcheuse à ce choix, je ne pouvais pas jouer le prototype Bactoïde et donc les missiles diamant bord qui nécessitent 2 emplacements de missiles. Désireux de conserver une option anti-nuée, j'ai choisi de m'équiper de missiles groupés, 5 points d'escadron. Or, un facteur ici s'est régulièrement montré problématique, la portée 1 à 2 seulement de cette attaque. En guise de compensation, cette amélioration coûtait 1 point de moins que les diamants bord, était moins dangereuse pour mes propres vaisseaux et bénéficiait de davantage de charges, mais l'absence d'attaque à portée 3 s'est avérée problématique. Pour mémoire, cette attaque à 3 dés rouges dans l'arc avant, et à portée 1 à 2 seulement donc, nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Il y en a 4. Après avoir effectué cette attaque, qu'elle ait été couronnée de succès ou pas, on peut dépenser une charge supplémentaire pour faire une attaque bonus sur un autre vaisseau ennemi à portée 0 à 1 du défenseur initial, en se passant cette fois du prérequis d'acquisition de cible. Face à une formation ennemie relativement serrée, c'est donc tout à fait pertinent, mais il y a certes cette fichue portée. Bon, tant pis, c'est ce pourquoi je me suis décidé, même si a posteriori cela s'est avéré une erreur. Équipé de la sorte, le bombardier du Technosyndicat coûtait 36 points d'escadron en tout, pile comme DBS 404, tiens. Et nous avons ensuite 3 chasseurs droïdes de classe Vulture, qui sont tous des drones de la Fédération du Commerce, 19 points d'escadron pièce initiative 1, et tous équipés de la même manière. Bien sûr, ces droïdes bénéficient tous des calculs en réseau. Je les ai tout d'abord équipés de leur support d'ancrage, 1 point d'escadron, soit leur configuration spécifique. Au passage, dans la première version de cette liste, mes 2 Hyena étaient également équipés de leur propre support d'atterrissage, mais j'ai dû en faire l'économie à cause de ces fichus droïdes sondes DRK-1.
Cette carte a un fonctionnement un peu tordu, alors revenons-y. Les supports d'ancrage s'équipent repliés lors de la mise en place. Dès lors, tant que le Vulture effectue une manœuvre, s'il chevauche un astéroïde ou un nuage de débris, spécifiquement, cela ne fonctionne donc pas avec les nuages de gaz. Et s'il y a un autre vaisseau allié ou moins à portée 0 du dit obstacle, alors on peut retourner cette carte. Les supports d'ancrage sont désormais dépliés. Ils permettent déjà d'ignorer les obstacles à portée 0 ou quand on se déplace à travers eux. On ne prend pas de dégâts en atterrissant sur un astéroïde, on ne perd pas son action, on ne prend pas de stress sur un nuage de débris, on garde une opportunité de tir, etc. Et c'est là que les choses deviennent plus ambitieuses. Au tour suivant, quand on révèle son cadran de manœuvre, s'il s'agit d'une manœuvre autre que tout droit à vitesse 2 et que l'on est à portée 0 d'un obstacle, on saute l'étape exécuter la manœuvre, autrement dit, on reste sur place, sur l'obstacle, et on retire un marqueur de stress si jamais. Et si on a révélé sur le cadran une manœuvre de virage, on ne l'exécute pas, mais à la place on fait pivoter le vaisseau de 90 degrés dans la direction choisie. Le droïde reste calé sur son rocher ou truc et tourne pour se réserver les meilleurs arcs de tir. Et s'il y tient, il peut passer ainsi plusieurs tours d'affilée sur son caillou. En revanche, s'il exécute une manœuvre de sortie, et il n'y a donc qu'une seule de possible pour se dégager, tout droit à vitesse 2, une information dans l'adversaire pourrait tirer parti, alors les choses redeviennent normales, et une fois la manœuvre exécutée, on retourne la carte, les supports d'ancrage sont à nouveau repliés, et c'est reparti. C'est une capacité très amusante et je suis ravi que la baisse des coûts lors de l'ajustement de juillet la rende bien plus jouable. Ensuite, parce que je suis incorrigible, j'ai forcément équipé mes 3 Vultures de missiles Discord 4 points d'escadron. Cette carte n'est a priori guère jouée dans un contexte compétitif, pour autant que je sache, mais je l'adore. Je trouve ça fun, régulièrement redoutable et tellement peu cher, moins que des obus énergétiques depuis l'ajustement de juillet, que m'en équiper en masse ne présente que des avantages à mes yeux et pas des moindres. Là encore, c'est une amélioration passablement tordue. Alors revenons-y en détail. Ces missiles, eh bien, n'en sont pas vraiment, s'ils occupent bel et bien un emplacement de missile, car ils ne constituent pas une attaque à proprement parler et s'avèrent en fait être le moyen de déployer un engin distant du nom d'une nuée de droïdes buzz. Or, cet effet a lieu au début de la phase d'engagement et il ne remplace pas une attaque. On peut donc tirer avec les missiles Discord puis avec son arme principale dans un même tour. Au début de la phase d'engagement, donc, on peut dépenser un marqueur de calcul et l'unique charge non récupérable de cette carte pour lancer, soit en avant, une nuée de droïdes buzz en utilisant le gabarit tout droit 3 ou virage sur l'aile 3. La nuée de droïdes buzz est un engin distant doté d'une valeur d'initiative de 0, d'une défense de 3 et d'un point de coque. Elle a son propre gabarit, un peu plus étroit qu'un petit socle, mais aussi un tout petit peu plus long, et qui est conçu pour se fixer aux glissières avant ou arrière d'un vaisseau ennemi. Dès lors, quand le dit vaisseau ennemi traverse la nuée ou la chevauche, alors le joueur contrôlant la nuée peut placer le gabarit adéquat dans les glissières avant ou arrière du dit vaisseau, il choisit. Mais mieux vaut à l'avant car l'idée que le vaisseau ciblé doit repasser dessus pour que la nuée reste sur lui. Et le vaisseau est considéré comme étant à portée 0 de la nuée. En revanche, la nuée ne peut pas chevaucher un autre objet de cette manière, mais il faut noter qu'elle ignore totalement vos propres vaisseaux. Et du coup, si elle ne peut pas être placée ni dans les glissières avant ni dans les glissières arrière, elle inflige un dégât au vaisseau contaminé et subit elle-même un dégât qui suffit à la faire dégager. Mais si elle parvient à s'accrocher, alors à chaque phase d'engagement à son initiative, soit 0, le vaisseau ennemi auquel elle s'agrippe subit un dégât critique. C'est compliqué mais très amusant. Certes, un pilote un peu aguerri fera tout son possible pour se positionner de telle sorte, s'il a été contaminé, que la nuée de droid buzz soit contrainte de le lâcher ou de sauter, ou utilisera éventuellement un de ses autres vaisseaux pour tirer dessus. Mais si la proie manque d'options pour s'en débarrasser, et ici un chasseur pouvant faire des tonneaux sera sans doute en bien meilleure posture qu'un gros socle bien lourdeau, risque d'en chier. À moins de consacrer donc une attaque d'un autre vaisseau à la nuée, mais priver de la sorte l'ennemi d'une attaque constitue déjà un avantage. Ceci étant, le gabarit n'est pas bien gros et il vaut mieux être sûr de son coup quand on lance les missiles Discord avec leur charge unique irrécupérable. Il représente en tout cas une option de jeu inventive et amusante et qui, bien gérée, peut effectivement se montrer redoutable. Dans le cas présent, ils ont été très utiles lors de chacune de mes parties. Et voilà, équipé de la sorte, chacun de ces Vultures coûte 24 points d'escadron seulement, soit 72 points d'escadron en. Quant à la liste prise globalement, elle représente 200 points d'escadron tout rond. Un bid ici n'aurait fait aucun sens, et je vous en affiche le résumé en ce moment même. Allez, c'est y part. Chaque joueur devait livrer 4 parties, les appariements se faisant sur une base de ronde suisse. La première partie de la journée m'a opposé à Nitnuk qui jouait une liste de l'Empire Galactique Tratipeas.
Je serais bien en peine, hélas, de vous faire le détail de cette liste, de même que de celles qui suivront. Je ne me souviens plus de tout. J'aurais dû prendre des photos de ces listes, mais je n'ai pas eu ce réflexe qu'en 2 mois, comme d'hab, quoi. Mais voici ce dont je me souviens. Il y avait 3 vaisseaux, 3 petits socles. Nous avions tout d'abord Dark Vador, 67 points d'escadron, à bord de son T-Advance X1, et il était équipé de la modification post-combustion, 6 points d'escadron, et du senseur système de commande de tir, 2 points d'escadron. Et il me semble que son pouvoir de la force était Sens, 5 points d'escadron. Après quoi, nous avions Suntirfel, 53 points d'escadron, à bord de son intercepteur taille IN. Sa seule amélioration était sauf erreur le talent prédateur, 2 points d'escadron. Enfin, nous avions un TSK Striker, Sword Duchess, 42 points d'escadron, qui embarquait l'artilleur le cinquième frère, 9 points d'escadron. C'est ici que les choses deviennent plus floues. Je crois qu'elle avait le talent manœuvre improbable, 6 points d'escadron, mais sans en être totalement sûr. La liste dans ce cas ferait 192 points d'escadron en tout, mais il doit y manquer quelque chose. Je ne crois pas que le bid était de 8 points. Et c'est sur le Striker qu'il manquerait quelque chose, car les coûts globaux pour Vador et Suntir correspondent bien à ce que j'avais noté. Dans tous les cas, oui, il y avait bien un bid. Nitnak a choisi que je jouerais en premier, mais tous mes vaisseaux avaient de toute façon une valeur d'initiative inférieure à tous les siens. Ce choix concernerait donc essentiellement le placement des obstacles. Avec les supports d'ancrage en tête, je m'étais décidé pour 3 gros astéroïdes. Il y en a eu un en doublon, Nitnuk s'en étant muni lui aussi, après quoi il avait choisi un astéroïde et un nuage de débris de taille plus intermédiaire. Ils ont été placés en 2 lignes de 3 en gros. Nos vaisseaux s'activeraient dans cet ordre: bombardier du Technosyndicat plus chasseur droïde de classe Vulture, DBS 404 plus Général Grievous, Duchess, Dark Vador plus Suntirfel. Et ils s'engageraient précisément dans l'ordre inverse: Dark Vador plus Suntirfel, Duchess, DBS 404 plus Général Grievous, bombardier du Technosyndicat plus chasseur droïde de classe Vulture. J'ai placé ma nuée au centre droit avec le bombardier du Technosyndicat en avant-centre, tandis que DBS 404 était en arrière, un peu décalé à droite. Quant au général Grievous, je l'ai mis dans le coin gauche de ma zone de déploiement. Nitnak a placé ensuite Duchess dans le coin opposé du tapis de jeu, tandis que Suntirfel et Dark Vador étaient associés pile en face de Grievous. J'ai fait avancer ma nuée gentiment au centre. Un astéroïde était sur le chemin de mon Vulture le plus à droite, mais avec ses supports d'ancrage, ça n'était pas un problème. Grievous, voyant venir la menace des As impériaux, a fait ce qu'il comptait probablement faire de toute façon, lui il a pas, en pivotant vers ma nuée de droïdes. Il faut dire que Suntirfel surtout, mais aussi Dark Vador dans une mesure à peine moindre, sont de suite allés assez vite dans sa direction. Duchess en revanche s'est montré pépère, ne faisant pas usage de ses ailerons adaptables. À la fin du tour, j'ai lancé un premier droïde sonde DRK-1 avec mon bombardier du Technosyndicat, mais les vaisseaux impériaux étaient trop loin pour que je puisse en bénéficier au tour suivant. Ma nuée s'est alors réorientée à gauche pour s'en prendre aux 2 as adverses les plus capés. Celui de mes droïdes qui avait dû faire usage de ses supports d'ancrage au tour précédent s'est délogé de son astéroïde avec un tout droit 2 forcément, du moins serait-il en position d'intercepter Duchess le cas échéant, mais pour l'heure les autres droïdes bénéficient encore de ces marqueurs de calcul. Grievous quant à lui a foncé pour se mettre à l'abri derrière la nuée de droïdes. C'est Grievous. En face, Duchess s'est demeurée prudente et Dark Vador également a levé le pied. En revanche, Suntirfel a continué à foncer, mais cela ne le plaçait pas encore dans mon dos, bien au contraire, il faisait face à mes droïdes. Il m'a fallu bouleverser ma nuée pour prendre en compte toutes les menaces. J'avais là encore un Vulture posé sur un astéroïde, mais il a cette fois choisi de rester dessus en pivotant sur sa gauche, espérant avoir Suntirfel dans son arc de tir et ou pouvoir lui balancer un missile Discord dans la tronche, et les deux choses se sont produites. J'étais un peu plus indécis concernant les manœuvres de Dark Vador. DBS 404 a veillé inutilement sur la gauche de ma nuée, tandis que les autres vaisseaux se repositionnaient pour attraper le site au nord, ce qui paraissait l'option la plus probable. Et ce fut effectivement le cas, mais Vador n'a pas fini dans l'arc de tir du bombardier du Technosyndicat. Grievous, quant à lui, s'est déplacé de sorte à pouvoir s'en prendre à Vador, sans toutefois bénéficier de ses effets de flanqueur perfide, puisqu'il faisait du coup dans le frontal. Mais j'avais bien besoin de ces dés rouges à ce moment, alors taillot. Enfin, loin de la mêlée, mon Vulture isolé et Duchess se sont également retrouvés face à face, mais le déséquilibre a joué cette fois clairement en faveur de Nitnak. Mon droïde a survécu pourtant, mais sans infliger le moindre dégât. De l'autre côté, mes vaisseaux ont globalement tenu. Vador a pris quelques coups qui l'ont contraint à faire un usage régulier de ses marqueurs de force. Je crois avoir infligé une touche à Suntirfel lors de cette phase, mais je n'en suis plus certain. En revanche, il a bien subi un dégât critique à la fin de la phase d'engagement en raison de la nuée de droïdes buzz qu'il se costinait, et sur cet as fragile, c'est un sacré bonus. Au tour suivant, Suntirfel est forcément repassé sur la nuée, mais il a suffi d'un tonneau pour qu'il s'en libère.
En revanche, Dark Vador était dans une mauvaise posture. Mon droïde sur l'astéroïde l'a bloqué et mes deux hyénas ainsi que mon second Vulture dans cette zone ont pu se retourner pour l'avoir dans leurs arcs de tir, le Vulture en profitant tant qu'à faire pour balancer un nouveau missile Discord sur le site cette fois. Last but not least, le général Grievous était enfin en mesure de se donner à fond. Vador a survécu à ce round, mais en pompant à fond dans sa force, qui ne pouvait en rien le prémunir du dégât critique infligé par les droïdes Buzz. Ça commençait à sentir un peu le sapin pour lui. Duchess, de son côté, a légitimement choisi d'abandonner le Vulture qui la retenait en arrière pour se jeter dans la mêlée avec ses ailerons adaptables, avec le bombardier du Techno-Syndicat pour cible, mais elle n'a pas pu lui faire grand-chose. Il s'en est suivi un dernier tour très violent, et cette fois je n'étais pas placé au mieux. Vador s'est bien sûr débarrassé de sa nuée de droid Buzz avec un bon vieux tonneau des familles, mais il lui restait plus qu'un point de coque, de même qu'à Soontir. À ce stade, j'avais donc la moitié des points pour les deux as, ce qui me faisait gagner la partie. Pour faire basculer la balance, Nitnuk devait se montrer agressif avec son Tirfel et Duchess. Vador avait tout intérêt à fuir, d'autant qu'un dégât critique contraignant ses manœuvres ne lui en laissait à vrai dire pas vraiment le choix. Il devait me dégager des vaisseaux. Il était parvenu jusqu'alors à sortir qu'un seul Vulture. En s'y mettant ensemble, ils ont pu sortir un second Vulture puis obtenir la moitié des points pour DBS 404. Mais de très peu, certes, je menais toujours au score. Et un dernier tir très chanceux sur un Vador à bout et privé de force a enfin fait dégager le site du tapis de jeu, creusant l'écart. Victoire séparatiste, 108 à 66. Moi qui étais venu avec la même ambition minimale que d'habitude, à vrai dire plutôt la terreur de ne subir que des défaites, j'ai été aussitôt soulagé d'un certain poids. Mais il restait 3 matchs à livrer. Pourrais-je améliorer mon classement ? La deuxième partie de la journée m'a opposé au camarade Anton, des Wookiees bordelais. Il jouait une liste résistante assez terrible. Là encore, mes excuses, je ne me souviens pas de tous les détails de la liste, il manque quelques trucs, mais voici ce dont je me souviens. La pièce de résistance de la liste était Veni, 60 points d'escadron, initiative 2, un pilote de forteresse stellaire MG100, aka bombardier de la résistance. Il était très chargé. Je peux me montrer formel quant à certaines améliorations. L'équipage copilote perspicace, 8 points d'escadron. Des engins qui étaient au moins des mines de proximité, 6 points d'escadron. Il y avait peut-être aussi des bombes à protons, je ne me souviens plus. Et 2 artilleurs qui étaient Ray, 14 points d'escadron. Et un artilleur de tourelle vétéran, 8 points d'escadron. Il me semble que Veni avait en outre la technologie optique avancée, 4 points d'escadron. Il doit manquer quelque chose là. On en est déjà à 100 points d'escadron, mais il me semble que ce gros machin montait à 110. Bon, pas sûr, j'ai peut-être confondu. En guise d'ailier doté d'une précieuse tourelle à rapport à la capacité spéciale de Veni, Anton avait aligné 2 A-Wing RZ-2 qui étaient Lulo Lampard, 43 points d'escadron initiative 5, et Talisan Lintra, même initiative, mais 36 points d'escadron seulement. Je crois que les deux vaisseaux bénéficiaient du talent héroïque, 1 point d'escadron, et de la technologie optique avancée, 4 points d'escadron. Au passage, sur cette photo que vous avez en ce moment, j'ai dû mettre un A-Wing RZ1 parce que je n'ai pas de A-Wing RZ2, mais vous aurez compris effectivement qu'il s'agit d'une figurine de substitution. Dans tous les cas, il doit manquer quelque chose quelque part dans cette liste. Hein. Là, on en serait à 189 points d'escadron, et le bid n'était certainement pas aussi conséquent. Quoi qu'il en soit, le choix du premier joueur revenait bel et bien à Anton, même si là encore il n'aurait vraiment de conséquences que pour le placement des obstacles. Anton également avait privilégié de gros astéroïdes. Nos vaisseaux s'activeraient dans cet ordre: bombardier du Techno-Syndicat plus chasseur droïde de classe Vulture, Veni, DBS 404 plus General Grievous, Lulo Lampard plus Talisan Lintra. Et ils s'engageraient dans l'ordre inverse: Lulo Lampard plus Talisan Lintra, DBS 404 plus General Grievous, Veni, bombardier du Techno-Syndicat plus chasseur droïde de classe Vulture. Mon placement était peu ou prou le même que lors de la partie précédente. Anton a déployé son bombardier de la résistance dans le coin en haut à droite du tapis de jeu, et ses 2 A-Wing RZ2 dans le coin opposé, soit, là encore, juste en face de Grievous. De mon côté, mes premières manœuvres ont été assez proches de celles de ma partie avec Nitnuk. La nuée avance pépère, à la fin du tour, le bombardier du Techno-Syndicat lançant un droïde sonde DRK-1, tandis que le général Grievous pivote aussi sec à droite pour se mettre à l'abri des 2 RZ2, lesquels se sont montrés aussi véloces qu'on pouvait le supposer. Mais Veni a enclenché la marche avant assez tôt, initiant en outre la mécanique qui le rendait à la fois très dangereux et très résilient, à un point dont je n'avais pas bien conscience en entamant la partie. Le fait est qu'il y avait de la grosse synergie à l'œuvre. Veni, à son tour, faisait une action de concentration. Avec copilote perspicace, il gagnait ainsi 2 marqueurs au lieu d'un. Quand je m'attaquais à lui, si mon vaisseau était dans l'arc de tir de tourelle d'un des RZ2, et il y avait de bonnes chances pour que ce soit le cas,
Veni, du fait de sa capacité spéciale, ajoutait un résultat concentration à son dé vert unique de base, pratique avec ses deux marqueurs de concentration, mais en outre, Ray était de la partie qui permettait de convertir automatiquement un résultat vierge en résultat évasion. Ce qui signifie que si Anton ne voulait pas courir de risque, à ma première attaque contre le bombardier, il avait au moins deux résultats évasion assurés, et il en avait au moins un à la deuxième attaque. Mes vaisseaux ne brillant guère par le nombre de leurs dés rouges, j'étais peu ou prou assuré de rater mes deux premiers assauts contre cette forteresse stellaire, qui n'avait jamais aussi bien porté son nom. Pour percer les défenses de Veni, il me fallait soit attaquer plus lourdement de manière individuelle, mais avec de grosses limites. À ce stade, seul DBS 404 avec ses torpilles à protons avancés était pertinent, soit balancer bien plus de vaisseaux contre Veni pour lui infliger quelques touches de saturation, mais probablement pas avant la troisième attaque. En clair, je me suis heurté à un putain de mur, et continuer de la sorte serait doublement risqué, d'une part parce que Veni pouvait attaquer 2 fois par tour avec son artilleur de tourelle vétéran, sachant que sa tourelle double lui permettait de couvrir 3 arcs, ce qui n'arrangeait pas les affaires du général Grievous. D'autre part parce que j'avais les RZ2 aux fesses et qu'il me fallait de toute urgence marquer des points. C'est pourquoi j'ai opté pour un changement de stratégie. Il me fallait d'abord éliminer les RZ2 avant de pouvoir espérer faire quoi que ce soit à Veni en le faisant crouler sous la masse des tirs. J'ai pu réorienter ma nuée sur Talisan Lintra en lui collant un missile Discord au passage. Je n'en ai pas lancé sur Veni parce que je manquais d'un bon angle de tir et qu'un astéroïde bien placé lui permettrait de se débarrasser des droïdes bases assez facilement. Le RZ2 est un vaisseau fragile et Talisan n'a pas survécu au choc initial. Mais Lulo Lampard avait pris une toute autre voie en choisissant Grievous comme cible prioritaire. Même avec Soulless One, mon général était en mauvaise posture. Mais j'avais DBS 404 tout disposé à prendre l'as résistant à revers, et comme celui-ci usait de ses capacités spéciales de tête brûlée, il faisait une proie adéquate pour mon bombardier qui l'a en définitive abattu, même si ses torpilles à protons avancés se sont avérées plutôt décevantes. À ce stade, il ne restait plus Anton que, façon de parler, sa forteresse stellaire MG100 intacte ou presque. Mais cette fois, Veni ne serait plus en mesure de bénéficier de ses capacités spéciales, un autre aspect important du retournement tactique consistant à éliminer d'abord les RZ2. C'était déjà ça. Ceci dit, il avait toujours la copilote perspicace et Ray qui le gardait en bon état. De mon côté, je n'avais alors perdu qu'un seul Vulture. Ça aurait pu être bien pire, donc. Mais Anton avait la moitié des points sur la plupart de mes vaisseaux, dont Grievous. Au score, on était kiff-kiff à vue de nez, mais la partie se prolongeait, de manière un peu limite à vrai dire, et parce que je suis un imbécile, je n'aime pas fuir au dernier round d'une partie, même en contexte compétitif. J'ai donc tout lancé sur Veni, enfin mes 4 droïdes restants, car Grievous était dans le vent et je n'avais pas très envie de le risquer, lui. En enchaînant les attaques et avec un missile Discord dans la partie également, j'ai grignoté les PV de Veni, mais insuffisamment pour le sortir du tapis de jeu. Il lui restait sauf erreur 2 points de coque à la fin. Tandis qu'Anton avait achevé un DBS 404 peu ou prou condamné à mort, ne serait-ce qu'en raison de son fonctionnement de kamikaze. En définitive, j'avais marqué les points pour les 2 RZ2 et pour la moitié de Veni, ce qui me faisait 144 points de victoire. Anton de son côté, si je ne me souviens plus du détail, avait marqué 152 points. La marge était très étroite, mais qu'importe, défaite séparatiste, 152 à 144. Pas déshonorante, ceci dit, même si en fait d'honneur, j'aurais très probablement dû fuir durant les derniers tours. Enfin, je n'avais pas fait le calcul sur le moment, moi qui suis une quiche en maths, je pensais qu'Anton menait, et avec une certaine marge pour être honnête. Et bon, j'aime pas fuir comme ça, con de moi. Et donc une victoire et une défaite au terme de la matinée. Nous avons donc repris l'après-midi. Ma troisième partie de la journée m'a opposé au camarade Eptilia qui jouait une liste de l'Alliance Rebelle à 3 vaisseaux. Un socle moyen qui était un U-Wing UT-60D piloté par Bodyhook et 2 X-Wing T-65 qui étaient Wedge Antilles et Big Darklighter. Je ne me souviens plus des détails exacts de la liste là encore. Je crois avoir tout ce qu'il faut pour Wedge Antilles, 55 points d'escadron à poil. Outre le servomoteur S-Force gratuit, des torpilles à protons, 13 points d'escadron, le talent manœuvre improbable, 6 points d'escadron et un astromech R3, 3 points d'escadron. C'est tout, ça fait erreur. Concernant Biggs Darklighter, 48 points d'escadron, outre là encore le servomoteur S-Force gratuit, il me semble qu'il a embarqué l'astromech R2D2, 5 points d'escadron, et il devait y avoir autre chose, car nous en sommes ici à 53 points d'escadron, et il en valait 59. Bodyhook, 49 points d'escadron, enfin, avait son aile pivot, bien sûr, et sauf erreur, un détecteur anti-collision, 6 points d'escadron. Et peut-être autre chose. Il manque définitivement quelques points là aussi. Ouais, alors là, la photo, on va dire que cet effet spécial n'était pas volontaire, mais il s'avère assez évocateur, non? Bon, quoi qu'il en soit, Eptilia avait un build lui permettant de déterminer le premier joueur, et cette fois, au regard des différentes valeurs d'initiative, cela avait son importance. Il me semble qu'il a choisi de me donner l'initiative. Auquel cas nos vaisseaux s'activaient dans cet ordre.
Bombardier du Techno-Syndicat plus chasseur droïde de classe Vulture, Biggs Darklighter, DBS 404 plus Général Grievous, Body Rook, Wedge Antilles. Et il s'engageait dans cet ordre: Wedge Antilles, DBS 404 plus Général Grievous, Body Rook, Biggs Darklighter, Bombardier du Techno-Syndicat plus chasseur droïde de classe Vulture. Nous avons disposé les obstacles, Eptilia s'étant muni de 3 nuages de débris de bonne taille, puis nous avons procédé à notre déploiement. Refroidi par l'inefficacité des droïdes sondés Arc-1 lors des 2 premières parties, j'ai choisi de positionner Manué dans le coin gauche de ma zone de déploiement et Grievous au centre en bas. Eptilia a placé Biggs puis Body Rook dans le coin opposé à Manué, tandis que Wedge se déployait au centre, en gros face à mon général. J'ai avancé Manué un peu plus brusquement que d'habitude, lançant un droïde sondé Arc-1 pour le principe. Grievous cette fois n'a pas aussitôt bifurqué mais a progressé tout droit, désireux de se préserver des opportunités intéressantes sur tout vaisseau ennemi. Body Rook a avancé tout droit lui aussi, assez franchement, tandis que Biggs virait à droite pour venir appuyer son copain Wedge, lequel se montrait encore plutôt prudent. J'ai fait pivoter Manué pour qu'elle impose sa présence au centre du tapis de jeu en lançant un missile Discord qui n'a pas atteint Wedge, mais qui pourrait éventuellement affecter ses déplacements ultérieurs. Grievous a accéléré subitement, dépassant Biggs d'un chouïa. Il avait le wing en face, ce qui n'était pas idéal. Mais Wedge s'est montré très hostile. Il progressait prudemment, mais c'était tout bénef pour déclencher ses capacités spéciales et manœuvres improbables, tandis que les acquisitions de cibles multiples dues à l'Astromech R3 appuyé par Body Rook lui réservaient beaucoup d'options pour ses torpilles à protons. En clair, mes droïdes ne lançaient le plus souvent aucun des vers quand Wedge les attaquait à la torpille, et vous pouvez vous douter du résultat. J'ai donc très vite perdu un Vulture. Maintenant, mes 4 droïdes survivants étaient en très bonne position pour tout balancer sur Biggs, qui était à ce stade ma cible prioritaire. Je ne voulais pas qu'il protège le pénible Wedge avec sa pénible capacité spéciale. Biggs s'est pris un missile Discord dans la face, tant qu'à faire, mais surtout il s'est payé DBS 404, lequel était alors contraint de faire son kamikaze. Il a fait sauter le X-Wing T-65, mais ça l'a tué lui aussi. De son côté, Grievous avait reproduit la même manœuvre que précédemment en dépassant de justesse Body Rook, mais il n'avait du coup pas d'opportunité de tir. L'idée était qu'il se retourne au tour suivant pour faire son Grievous, ou en l'espèce ici son Wedge, mais avec le risque que Body Rook use de son aile pivot pour réduire à néant mes efforts. Mais pour l'heure, le wing appuyait Wedge contre Manué, ensemble ils ont sorti mon deuxième Iona. Ouch. J'étais très mal de toute évidence. Il ne me restait plus que 2 Vultures endommagés, sauf erreur, et Grievous. Ce dernier était certes enfin en mesure d'attaquer Body Rook en l'espèce, mais pour un résultat très décevant. Le wing s'est montré plus efficace en dégageant un drone de la Fédération du Commerce de plus. Et les 2 vaisseaux rebelles, peu ou prou intacts, ont méthodiquement sorti mes 2 vaisseaux restants. Je me suis fait tabler, ce qui donnait 200 points à mon adversaire, là où je n'avais marqué que les 59 points pour Biggs Darklighter. Très sévère défaite séparatiste, donc 200 à 59. Et une branlée méritée, j'ai mal joué, Eptilia a bien joué, rentabilisant au max son Wedge Antilles et ses torpilles à protons. J'avais mal au cul quand même. Il ne restait plus qu'une partie à livrer qui m'a opposé à Graouli 57, lequel jouait une liste résistante à 3 vaisseaux, 2 X-Wing T-70 qui étaient la légende Podamron, 68 points d'escadron, et Nien Num, 55 points d'escadron, et un A-Wing RZ2 qui était Talisan Lintra, 36 points d'escadron. Ici, je suis désolé, mais je me souviens vraiment plus des détails. Les T-70 avaient bien sûr leur S-Foils intégrés gratuits, et je crois que tous les vaisseaux avaient le talent héroïque, un point d'escadron, mais le reste m'échappe. Peut-être une technologie analyseur de modèles, 5 points d'escadron sur peau, et bien d'autres choses, je ne sais plus. Ce qui est certain, c'est que la liste faisait 200 points d'escadron comme la mienne, puisque nous avons dû déterminer au sort qui choisirait le premier joueur. C'est à mon adversaire qu'est revenue la décision, mais elle ne concernerait une fois de plus que le placement des obstacles. Graouli 57 s'était muni de 3 astéroïdes assez gros. Je crois que j'ai joué en premier. Nos vaisseaux s'activaient ainsi: Bombardier du Techno-Syndicat plus chasseur droïde de classe Vulture, DBS 404 plus Général Grievous, Nien Num plus Talisan Intra, Podamron. Et ils s'engageaient dans l'ordre exactement inverse: Podamron, Nien Num plus Talisan Intra, DBS 404 plus Général Grievous, Bombardier du Techno-Syndicat plus chasseur droïde de classe Vulture. J'ai cette fois placé Manué dans le coin droit de mon bord du tapis de jeu, avec Grievous au centre gauche, qui a tôt fait de pivoter sur sa droite car les 3 chasseurs résistants lui faisaient pour ainsi dire face. Un peu fatigué lors de cette dernière partie, je n'ai pas pensé à prendre beaucoup de photos et vous prie de m'en excuser. Le déroulement exact de la partie est du coup pour le moins flou, comme mes rares photos, quoi. Mais après une brève période d'indécision, les choses ont été à sens unique. Les 3 vaisseaux de mon adversaire groupé représentaient assurément une menace, mais la partie a très vite basculé quand DBS 404, qui ne s'était pas montré très utile jusque-là, a compensé en un tir magistral toute son inefficacité antérieure,
quand il a abattu Podamron en un coup, ou presque. L'as résistant avait sauf erreur perdu un unique bouclier auparavant. Seulement, mon adversaire l'avait avancé de sorte qu'il se retrouvait face à DBS 404 à portée 1, alors que ce dernier avait une acquisition de cible sur lui, un marqueur de calcul pour lui-même et plusieurs marqueurs de calcul disponibles à portée 0 à 1. Les torpilles à proton avancés ont infligé 6 touches à peau, qui n'a rien eu en défense, et qui a tiré sauf erreur un coup au but en dégâts critiques. Bye bye le plus redoutable des as résistants. La partie était alors plus ou moins pliée. Privés du soutien de peau, les deux as résistants restants n'ont pas fait long feu et je les ai sortis l'un après l'autre. De son côté, certes, Graouli 57 a pu gagner quelques points en sortant 2 de mes 3 Vultures et en obtenant la moitié des points sur DBS 404. Mais la partie s'est achevée bien avant le temps réglementaire. Cette fois, par chance, c'est moi qui avais établi mon adversaire, en retour un peu ironique de la partie face à Eptilia. D'autant plus ironique, à vrai dire, quand on compare le comportement de DBS 404 dans ces deux parties. Victoire séparatiste, donc 200 à 66. C'était la dernière partie du tournoi. En définitive, je m'en tirais donc avec 2 victoires et 2 défaites. Au regard de mes performances au mieux médiocres de manière générale, c'était tout à fait satisfaisant, même si j'ai d'autant plus pesté d'avoir perdu de si peu face à Anton. Cela dit, justement du fait de cette défaite série, j'avais une marge de victoire plutôt honnête, même si drastiquement diminuée par ma défaite écrasante face à Eptilia. Du coup, j'ai fini 12e sur 24. Un résultat sans doute un peu médiocre dans l'absolu, c'est pile poil le milieu du classement après tout, mais dont j'étais plutôt satisfait. Par rapport au précédent tournoi des dérangés, c'était un peu mieux. Je n'avais eu 2 victoires que lors du premier et une seulement pour les 2 suivants. Chose sympathique, due sans doute au contexte de ce tournoi dans le Festival du loisir de Saintes, les champions, en plus des récompenses habituelles, j'y reviendrai juste après, ont été récompensés sur scène par des coupes arborant un logo de X-Wing. En troisième position, nous avions le camarade Philippe des Wiki Bordelais avec 3 victoires. Il jouait la liste Alliance Rebelle qu'il m'avait opposée dans Club Silencio. Hélas, je suis arrivé un poil trop tard pour la photo, il quittait déjà la scène. Mes excuses. En deuxième position, nous avions sauf erreur Terregan de X-Wing qui jouait, sauf erreur là encore, une liste séparatiste. Et enfin, champion des champions, Anton des Wiki Bordelais. Je crois qu'il a été le seul à avoir remporté ces 4 parties, à vérifier. Sa forteresse stellaire en a fait suer d'autres que moi. Féloche champion. Mais comme d'hab, tous les participants remportaient en outre divers lots avec la possibilité de choisir en fonction de leur classement. Il y a eu tout d'abord des cartes promotionnelles réparties en 3 ensembles. Pour ma part, je suis tout spécialement ravi pour l'une d'entre elles, car j'ai pu mettre la main sur Owl Runner, une carte avec un visuel alternatif très chouette pour une pilote que j'ai régulièrement jouée. Après quoi, j'ai eu droit à une carte double alignée en Scorch, pilote de chasseur TFO d'un côté, et un expert de l'escadron rouge, X-Wing T70 de l'autre. Oui, c'est le côté premier ordre qui me botte le plus, et je suis très content là aussi car Scorch est un pilote intéressant que j'ai déjà joué et que je rejouerai sans doute à nouveau. Restait enfin un dernier ensemble davantage tourné vers les améliorations. Comme j'avais déjà des torpilles à protons sous cette forme, je me suis décidé pour la modification moteur améliorée qui rend bien avec cette charte graphique. Que du bonheur donc, mais ce n'était pas fini. Après la remise des coupes, une seconde distribution de lots a eu lieu, qui portait cette fois sur des choses plus massives, bandes de figurines, mais aussi des mugs, des goodies, etc. Et ici, j'ai eu beaucoup de chance. Je m'étais fait à l'idée que ma 12e place ne me permettrait pas de repartir avec une figurine. Et pourtant, si il en restait une, et précisément celle qui m'intéressait le plus, à savoir une extension V1 du taille de l'Inquisiteur. Alors cela faisait quelque temps que je souhaitais tenter une liste à 3 Inquisiteurs, et j'ai maintenant de quoi puisque j'avais déjà 2 figurines de taille Advance V1 et que le kit de conversion de l'Empire Galactique contient le matériel pour en jouer 3, ce dont je n'étais pas certain sur le moment. Je croyais en fait qu'il n'y avait que 2 cadrans de manœuvre, 2 gabarits d'Inquisiteur et 2 cartes d'Inquisiteur. Mais si. Restait tuné donc. Ces considérations très matérielles mises à part, si elles constituent un bonus très appréciable, ce fut de manière générale un très chouette tournoi avec plein de gens sympathiques et très bien organisé par les très actifs et très compétents dérangés. Comme d'hab en somme, mais c'est ça qui est chouette. Longue vie aux dérangés, félicitations à tous et à une prochaine fois. D'ici là, eh bien, j'espère que cet article, cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, surtout, n'hésitez pas à faire tout ce qui est possible pour soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre. Il y a bien évidemment les commentaires qui m'intéressent particulièrement. Il y a les abonnements, il y a les pouces vers le haut, il y a les partages. Tout cela est très bienvenu. Voilà, si vous voulez soutenir cette chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, on va dire, eh bien, ouais, ça serait très sympathique de votre part. Et du coup, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que la suite vous intéressera également. Je vous dis merci et à bientôt.